Alors, veuillez, s'il vous plaît, accueillir chaleureusement M. Tim Scott. Thank you. Merci. Merci. Bonjour. Je dois dire que ça semble tellement intéressant, impressionnant en français. J'aurais aimé que vous veniez à notre bureau et parler aux gens avec passion comme ça parce que c'est impressionnant. Alors, je pense que vous avez raconté l'histoire de mon grand-père, de mon côté de la famille, du côté de ma femme aussi. Je suis dans l'automobile depuis très, très longtemps. Et aujourd'hui, c'est un peu une journée charnière pour moi parce que je réfléchis à des choses personnelles et professionnelles. C'est mon 50e aujourd'hui et je suis heureux d'être ici et partager un peu ma vision pour l'avenir de l'automobile et le détail, la vente au détail. Trevor a fait une bonne introduction de ce qu'on voit dans l'industrie aujourd'hui, pas seulement dans la vente au détail automobile, mais aussi dans la perturbation technologique dans plusieurs sphères. Alors, je voudrais juste prendre une pause un instant et savoir de l'auditoire, combien d'entre vous commencent à vous sentir un peu préoccupés sur ce que ça veut dire pour vous comme concessionnaire, comme vendeur au niveau de l'industrie automobile? Qui est inquiet de ce qui s'en vient? Quelques personnes. Qui est excité? Les gens sont excités. J'aime ça. Quel groupe? Un petit peu dans le milieu, excité, mais aussi un peu préoccupé. Mais quand j'ai ces conversations, la plupart des gens sont très préoccupés de ce qui s'en vient et ils ne sont pas très sûrs de comment réagir. Alors, je voudrais vous parler un peu aujourd'hui de comment nous, on voit de la perspective de Lloyd, quand on regarde l'avenir de la mobilité, est-ce que ça veut dire au niveau de la vente au détail automobile, comment est-ce que ça se découpe et dans 4 secteurs différents. Alors, j'aimerais vous mettre au défi. Pensez à qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas une solution seulement sur comment composer avec ce qui s'en vient au niveau de la vente au détail, au niveau de l'automobile. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses matière à réflexion. Il y a plusieurs options, je pense. Et quand je pense à mon père et où il est situé, il est en Ontario, dans un secteur rural, une petite ville. Et il y a beaucoup de choses qu'on voit ici qui n'auront pas vraiment un impact sur lui à court terme. Certains des concessionnaires dans les grandes villes, ils voient déjà ces changements qui s'en viennent rapidement. Il faut trouver leur compte là-dedans et comment ils veulent jouer le jeu dans cette nouvelle atmosphère, dans ce nouvel environnement. Alors, j'aimerais commencer avec une citation et vous demander de penser à ça. Si tout le monde avance en même temps, le succès arrivera tout seul. Alors, pensez à ça. Ça, c'est Henry Ford. Il a beaucoup de citations que j'aime de lui, mais je n'entends pas celle-là souvent. Mais pensez à ce que ça veut dire, peut-être, quand on parle de certaines des perturbations technologiques et de quoi a l'air l'avenir. Le paysage est en changement rapide. Trevor a fait un bon travail pour nous montrer le changement en automobile et aussi au sens large dans la société. Je veux parler un peu de tendances que l'on voit au niveau macro, pas juste dans l'automobile, mais en général. La première chose qu'on voit à travers toute la recherche qu'on a faite, c'est qu'on avance et on a changé d'un environnement centré sur le produit à un environnement centré sur le client. Alors, si vous ne pensez pas à l'expérience client et que vous n'êtes pas centré sur le client, vous allez rapidement perdre les clients. La deuxième chose qu'on voit au niveau général, c'est que les clients ne comparent pas leur expérience d'achat au concessionnaire de l'autre côté de la rue ou le concessionnaire dans la ville d'à côté. Ils comparent leur expérience à l'expérience de vente de détail à travers les industries. Ça peut être comment ils se sentent quand ils vont chez Home Depot pour acheter des choses pour faire des rénaux, comment ils se sentent quand ils vont chez Starbucks. Et ils comparent cette expérience, la capacité de commander en ligne, la capacité d'aller chercher des choses rapidement. C'est la simplicité de faire en sorte que le client se sent vraiment choyé, que vous vous occupez d'eux personnellement et que c'est simple pour eux. Alors, la troisième chose qu'on voit quand on regarde au niveau macroscopique, en général, c'est que
La jeune génération rattache beaucoup de valeur à cette expérience, plus que la qualité ou que le produit. C'est difficile pour moi de croire ça parce que je suis comptable, j'aime évaluer les choses et je cherche la qualité constamment. Mais de plus en plus, mon expérience, c'est quelque chose c'est de l'expérience que les gens cherchent et ça n'ajoute pas nécessairement de valeur à ce qu'ils achètent, mais au produit, mais c'est l'expérience. La génération Y met 3 fois plus de valeur sur l'expérience que le produit lui-même. Alors, pensez à ce que ça veut dire quand on pense au changement de qui achète des véhicules aujourd'hui dans notre environnement. OK. Alors, regardons au niveau de la vente au détail automobile. Alors, avant d'aller à la prochaine diapo, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai des mises à jour toutes les semaines. Et ce qui a traversé mon bureau la semaine dernière, c'est une organisation basée ici à Montréal qui s'appelle Transit. Et c'est une appli multimodale créée qui permet aux gens de sortir leur téléphone et de dire, je veux prendre une auto ici, peut-être que je peux prendre l'autobus, on va louer une auto, peut-être une bicyclette ou un scooter. C'est cette capacité multimodale de pouvoir examiner comment on va transiter. Alors, c'est pas juste de prendre Lyft ou Uber, c'est quelle est la meilleure combinaison, la manière la plus rapide, la plus créative pour moi. Et c'était Alliance Ventures qui a fait un gros investissement en eux la semaine dernière. Et Alliance Ventures, c'est la compagnie de capital à risque de Renault Mitsubishi. Alors, je vois des choses comme ça où les grosses compagnies font de gros investissements en ces compagnies de perturbations technologiques qui s'en viennent rapidement. Alors, encore une fois, je vous encouragerai à commencer à réfléchir à ce que ça veut dire pour vous et comment vous allez pouvoir y tirer votre compte. Alors, pensez un peu à l'avenir de la mobilité. Et j'essaie de séparer ça de manière facile. Il y a 4 étapes. Quand on pense à ça, quand on pense en bas à gauche, quand on regarde l'axe X, en bas, on regarde la propriété du véhicule. Les gens sont propriétaires ou ils utilisent des véhicules partagés. Et quand on regarde l'axe Y à gauche, c'est le contrôle du véhicule. Est-ce que c'est un humain qui contrôle le véhicule ou est-ce que le véhicule est guidé? Alors, on va regarder qui est propriétaire et qui conduit le véhicule et de quoi ça a l'air. J'aime poser cette question quand je suis devant les groupes au niveau de véhicules autonomes. Combien de personnes croient qu'on va avoir des véhicules autonomes sur la route ici au Canada dans les 5 prochaines années? Combien de personnes diraient que ce sera entre 5 et 10 ans? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas qu'on va avoir des véhicules autonomes sur les routes dans les 10 prochaines années? Il y en a quelques-uns, pas beaucoup du tout. Alors, c'est intéressant. Bien sûr, les organisations dépensent des milliards de dollars sur les véhicules autonomes et il y a beaucoup de débats maintenant dans l'industrie, dans la recherche et dans le monde académique universitaire, des experts, les gens comme Spies Wozniak qui a conçu ce qu'on voit comme étant un ordinateur commun à tout le monde aujourd'hui. Ils ont des doutes sur la rapidité des véhicules autonomes et à quel point ça va être viable rapidement. Il y a beaucoup de combats autour des données qui seraient contenues dans ces véhicules, beaucoup des questions déontologiques au niveau de la programmation de ces véhicules. Et j'ai trouvé ça intéressant, les recherches qu'on a faites autour de programmer ces véhicules. On a trouvé que différentes cultures prendraient des décisions différentes dans un scénario où il faut éviter un accident en sachant qu'il y a un aîné à droite et si vous allez vers la droite, vous pouvez potentiellement le frapper ou un enfant à gauche. Si vous allez vers la gauche, vous pouvez potentiellement faire du mal à l'enfant. Différentes cultures prendraient différentes décisions parce que différentes cultures respectent leur aîné avant de respecter les enfants et d'autres cultures prisent la jeunesse et protégeraient les jeunes avant les aînés. Alors, c'est des défis très simples, mais complexes à la fois sur comment on va programmer ces véhicules à l'avenir. Alors, je vais parler un peu de ces 4 états de la mobilité. La première, c'est le changement incrémental.
Alors, le changement progressif, c'est pas très différent de où on est aujourd'hui. Ce que c'est le changement, comme j'ai dit, d'aller vers cette expérience client et vraiment comprendre ce cheminement et personnaliser ce cheminement client. Et on voit aussi dans cet état des produits qui commencent à amener plus les capacité de conduite autonome, pas pleinement autonome, mais bon, il y a le cruise control avec la distance, ça nous dit si on est trop proche de l'auto d'en avant et le contrôle d'écart, et il y a aussi la caméra recul, et j'ai de la misère à conduire une auto qui n'a pas de caméra de recul, et j'aime pas ça quand il n'y a pas de caméra de recul, tellement je suis habitué. Alors la technologie, quand j'ai acheté le véhicule, je n'ai pas pensé que c'était important, mais c'est important, on s'y habitue. Et ce sont les changements progressifs qu'on va continuer de voir en chemin. La catégorie numéro 2 ou l'étape numéro 2, c'est vraiment un monde de l'autopartage. Et quand je regarde ça, je vous encouragerais à penser que le orange, c'est où on est aujourd'hui. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On va continuer à avoir des changements, on va continuer à avoir des nouveaux entrants dans le marché, mais on a besoin de trouver comment on veut jouer le jeu dans cet espace et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Comment est-ce qu'on va jouer, où on va jouer, comment est-ce qu'on va faire ça, comment est-ce qu'on va gagner dans l'environnement d'aujourd'hui. Alors maintenant, le numéro 3, on a le véhicule autonome, la révolution sans conducteur. Et c'est là où je peux avoir un véhicule autonome, je serai à moi, et je voudrais décider comment personnaliser le véhicule. Ça devient un espace personnel. Et je vais parler de ça dans un instant. Et finalement, le quatrième, c'est un nouvel âge d'économie accessible, un nouvel âge d'accessibilité pour les véhicules où je ne suis pas propriétaire. Je peux avoir n'importe quel véhicule que je veux, n'importe quel véhicule que j'ai besoin pour aller où je dois aller et je peux personnaliser ça à tout moment. Alors, ce sont les 4 étapes de la mobilité. J'ai essayé ici de le séparer un peu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous comme concessionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire pour les consommateurs? Alors, dans la première étape, vous pouvez voir en haut, j'ai séparé ça entre qui est propriétaire du véhicule et en bas, on parle de l'accès partagé. Alors, dans ce premier état, c'est vraiment une question de clients qui cherchent cette expérience à travers leur trajet. Trevor a parlé de l'expérience numérique et omnicanal et de quoi ça a l'air. Brian va parler un peu de à quel point ce sera efficace et comment on évalue l'efficacité, si ça fonctionne et si on a de l'efficacité pour notre argent, de la valeur pour notre argent. Ou bien c'est une question de consommateurs qui ont l'impression qu'on leur en donne pour leur argent et qui sont importants pour nous. Alors, je vais parler un peu de recherche sur une étude mondiale qu'on a faite pour essayer de comprendre comment les consommateurs voient leur expérience avec les concessionnaires aujourd'hui, qu'est-ce qui retiennent et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est difficile. Alors, quand on parle de véhicule personnel, on parle d'un espace personnel. J'ai acheté un véhicule maintenant qui je peux prendre pour travailler, peut-être pour aller au chalet la fin de semaine, peut-être au match de hockey de mon fils, mais c'est un espace personnel où je peux décider qu'est-ce que je veux faire dans cet espace. Est-ce que je veux travailler? J'ai besoin d'un espace de bureau. Est-ce que je veux multimédia? Est-ce que je veux un système de divertissement? Ça devient très personnalisable pour moi. La capacité pour vous, comme concessionnaire et les manufacturiers, d'avoir un modèle qui permet cette personnalisation. Et c'est intéressant. Je vous ai donné la citation de Henry Ford au début. Une des citations que j'ai toujours aimées de Henry Ford, c'est « Vous pouvez avoir n'importe quel véhicule que vous voulez, n'importe quelle couleur que vous voulez, tant et aussi longtemps que c'est noir. » Et ça revient à c'était centré sur le produit. Quand les premiers véhicules sortaient de la ligne de production, il y a plus de 100 ans, ils étaient noirs. Et on prenait le véhicule, ils étaient tous pareils, il n'y avait pas beaucoup d'options. Aujourd'hui, ce que vous allez voir quand on regarde l'espace personnel du véhicule autonome, il y aura une grosse capacité de personnaliser cet espace. Et vous, comme concessionnaire, vous devenez un peu
presque un concierge, un designer, pour aider les clients à comprendre les possibilités, comprendre quel est leur mode de vie, quels sont leurs besoins et qu'est-ce qui serait bénéfique pour eux et quelles sont les options qui s'offrent à eux qu'ils aimeraient peut-être avoir dans leur nouveau véhicule. Alors, quand on parle d'accès partagé, c'est là où, pour moi, personnellement, je commence à me demander qu'est-ce que ça veut dire au niveau du concessionnaire et qu'est-ce qu'on a comme actif, qu'est-ce qu'on peut maximiser comme valeur quand on regarde essentiellement des organisations qui vont avoir des parcs de véhicules, il y aura de l'accès partagé. Qui sera propriétaire? Qui va servir ces véhicules? Qui va maintenir ces véhicules? Et de quoi ça va avoir l'air? Est-ce que ce sera les gros manufacturiers, les fabricants automobiles? Est-ce que ce sera les concessionnaires? Est-ce que ce sera des nouvelles entités dans le marché? On sait qu'il y en a et ils s'en viennent. J'ai parlé de Waymo et différentes compagnies. Google aura des autos aussi. Alors, encore une fois, je suis curieux. J'ai posé cette question avec d'autres personnes. Et au niveau véhicule adhésion, combien d'entre vous offrent ou pensent offrir dans un avenir rapproché la capacité de véhicules par adhésion chez vous? Quelques personnes? OK. Et ça s'en vient rapidement. La technologie est disponible aujourd'hui. J'ai vu des groupes, des concessionnaires qui commencent à jouer avec ça. Ils commencent à créer des passeports qui permettraient aux gens de choisir un véhicule qu'ils veulent pour le week-end, un autre véhicule pour l'été, un autre véhicule pour l'hiver. Vous aurez la capacité de vous engager dans une marque et choisir différentes expériences. Quand je veux un autosport versus un VUS, ça s'en vient. C'est déjà ici. Alors, certaines des clés du succès, j'essaie de vous encourager à réfléchir à tout ça. Et ce qui est important quand on chemine à travers tout ça. Alors, j'ai pensé parler de... je vais juste prendre une pause et vous laisser lire ce qui est à l'écran parce qu'il y a d'autres diapos par la suite qui seront reliés à ce qui est à l'écran maintenant. Celle-là ici, j'essaie de la subdiviser. Quand on regarde nos opérations, de la subdiviser en 4 secteurs. Quand on parle de talent, technologie, connaissance et capacité opérationnelle. Parlons de talent un instant. Alors, quand on pense à ces états d'avenir et où est-ce que les véhicules vont se situer au niveau de la technologie, vos vendeurs, je pense que historiquement, c'est une question de comprendre les transactions qu'on peut faire, les deals qu'on peut faire, les prix, comment on peut faire de l'argent, de quoi ça a l'air, comprendre les fonctionnalités du véhicule. Mais encore une fois, c'est plus centré sur le produit. Une vente centrée sur le produit que quelqu'un avait, mais maintenant, c'est vraiment de comprendre le cheminement client et cette expérience et pouvoir non seulement aider avec les composantes opérationnelles des véhicules, mais aussi les composantes techniques qui seront dans les véhicules aujourd'hui au niveau multimédia. Et je pense à mon expérience. Je suis chanceux parce que j'ai pas eu à acheter beaucoup de véhicules. Je vais au concessionnaire familial et je cherche mon prochain véhicule et il y a de la transparence et ça va bien, c'est facile. Je dépose un véhicule et j'en prends un autre et c'est tout. Mais je demande toujours une explication de comment fonctionne le véhicule et quelles sont les fonctionnalités. Mon beau-père, qui est dans l'automobile depuis 50 ans, il ne peut pas vraiment expliquer beaucoup sur comment le véhicule fonctionne et quelles sont les différentes fonctionnalités. Et mon beau-frère, il adore ça, les composantes techniques et toutes les technologies, et comment on peut talk to text, parler au texte et de texte à vocal et ainsi de suite et vice-versa. Il y a de la connaissance générationnelle là qu'on doit considérer chez nos vendeurs pour avoir le bon équilibre. Alors, pensez à ces états futurs et comment ça se traduit en les gens que vous avez qui vendent des véhicules pour vous. Au niveau technologie, vraiment, à ce niveau-là, c'est l'expérience multicanal. Et qu'est-ce que vous avez, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Comment est-ce que vous faites l'acquisition de clients? Comment est-ce que vous avez
des leads au niveau numérique et comment est-ce que ça se traduit chez vous dans les ventes et à quel point le processus fonctionne bien. Trevor, vous avez mis au défi d'aller sur votre site Internet et à quel point ça va vite et à quel point vous pouvez trouver l'information. Je vous encourage d'aller jusqu'à la fin, faites de la recherche sur le site, identifiez le véhicule, prenez rendez-vous, voyez c'est quoi l'expérience de vos clients parce que c'est ce que vous demandez à vos clients de vivre en fin de compte. Alors, l'incapacité, encore une fois, j'ai élargi ça un peu. On parle beaucoup de numérique au niveau technologie aussi, parce que c'est là qu'on voit que les attentes se trouvent au niveau de capacité d'achat, d'expérience d'achat au niveau véhicule. Et il y a beaucoup de gens qui regardent ça, qui disent « Ouais, ça serait merveilleux si le processus, si on peut simplifier, c'est un point de friction quand j'achète un véhicule, il faut que je fasse tout ça. On peut faire ça électroniquement, on peut capturer l'information en ligne et inclure ça dans l'expérience, c'est l'inscription quand on achète le véhicule, où les capacités se trouvent et comment est-ce qu'on facilite la vie de nos consommateurs. Et la dernière, c'est la connaissance. J'étais à une conférence pour un fournisseur de pièces automobiles il y a 2 semaines. C'était ici à Montréal. Et un des individus a parlé, a donné une conférence et ça m'a vraiment surpris. Ils ont mis une photo d'un jet Raptor, un avion, un Raptor. C'est l'armée américaine qui utilise ça. Combien de lignes de code sont utilisées pour faire fonctionner ce jet? 1 million de lignes de code sont capturées dans ce système pour opérer cet avion, ce chasseur. Et il a mis une photo d'un Ford F-150. Combien de lignes de code est-ce que vous pensez que ça prend pour opérer et faire fonctionner ce véhicule? Je pense que c'était 2016, je pense, ou 2015. 100 millions, 55 millions. Il a dit 20 millions. Alors, 20 millions de lignes de code. Mais vous allez dans la bonne direction. Il y a beaucoup plus de codage dans les véhicules aujourd'hui, beaucoup plus de technologie. Alors, où est-ce que vous pensez que ce sera quand les autos se conduisent eux-mêmes? Ça va être 100 millions, ça va être 200 millions de lignes de code, ça va être compliqué, des données par-dessus des données par-dessus des données, pour que l'information qui est disponible aujourd'hui dans le véhicule, que je crois est capturée. J'ai eu des discussions avec des fabricants. Ils sont inquiets de qui capture ces données et où ces données se trouvent. Alors, au niveau cybersécurité, ils essayent de protéger ces informations pour que personne puisse l'atteindre, mais ils ne savent même pas quoi faire avec pour l'instant. Alors, je vous encourage à penser à ça. Quelle information est capturée et qu'est-ce qu'on devrait poser des questions et essayer d'avoir accès à ces données? Parce que je crois qu'un des gros champs de bataille qu'on va voir dans les prochaines 5 années, ce sera qui est propriétaire des données qui est disponible dans les véhicules. Qui est propriétaire? Est-ce que c'est moi, comme propriétaire du véhicule? Je ne sais même pas ce qui existe déjà, qu'est-ce qui est là. Mais je crois que ces données sont capturées. Ça m'inquiète un peu, mais est-ce que c'est vous qui êtes propriétaire? Est-ce que vous avez accès? Est-ce que c'est des données que vous aimeriez voir? Comment est-ce que ça va vous aider à mieux comprendre vos consommateurs? Comment est-ce que ça va vous aider avec l'expérience que vous voulez livrer? Mais ça, c'est le nouveau champ de bataille. Et je pense qu'à travers l'industrie, il y a beaucoup de débats qui ont lieu aujourd'hui. Alors, les connaissances les données que l'on collecte, ça devient un gros actif et ça va devenir quelque chose de très prisé. Alors, je commence à manquer de temps, mais je voulais partager les visions sur le consommateur. On a fait une étude mondiale, on a visité plus de 15 pays et on a fait un sondage de 22 000 individus en 2018. Et ce que je vais vous montrer, c'est une perspective canadienne. Alors, c'était 1200 participants dans notre sondage, statistiquement valable. On posait des questions sur l'expérience client, l'expérience au niveau numérique, l'expérience avec les consommateurs, les concessionnaires, le service, et qu'est-ce qu'ils voient comme perturbation à l'avenir, et qu'est-ce qu'ils pensent de l'expérience généralement, et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour l'avenir. Alors, la première. Quand
les véhicules, quand les consommateurs cherchent un véhicule, ils ne passent pas beaucoup de temps à faire, faire de la recherche. Et ils ne font pas beaucoup de recherche. Peut-être que vous le savez. C'est vraiment dans 2 semaines. J'ai un ami qui disait qu'elle allait acheter une auto. Elle voulait acheter une auto. C'est ce qu'elle voulait faire cette année, c'est d'acheter une nouvelle auto. Et elle est allée chez elle un vendredi, revenue lundi. Elle a acheté une auto. Elle a pris juste une fin de semaine pour acheter un véhicule. Et ce que notre recherche montre, c'est qu'en moyenne, c'est moins d'1 mois de recherche avant d'acheter un véhicule. Et les consommateurs ne passent pas beaucoup de temps, moins de 10 heures. Et plusieurs vont vraiment visiter leur concessionnaire une fois ou deux. Il n'y a pas beaucoup de croisements entre les concessionnaires. Une fois que les consommateurs commencent à engager avec une marque, quand on capture leur attention en ligne, c'est pour ça que le numérique est tellement important, quand on capture leur attention en ligne, ça va les amener chez le concessionnaire. Alors, le processus décisionnel qu'on a entendu, ça, c'est des choses qui ont aidé et qui ont influencé les consommateurs. Encore une fois, c'est probablement pas surprenant pour vous, mais ça valide que les choses n'ont pas vraiment changé étant donné le changement technologique qu'on a vu dans l'industrie. Une des choses que j'ai trouvé intéressant à mesure que l'on examine la recherche, c'était vraiment que les gens ne sont pas prêts à laisser tomber les concessionnaires, même s'il y a des options pour acheter des véhicules en ligne. Seulement 13 des individus ont dit qu'ils seraient prêts à acheter un véhicule en ligne. Les autres le considèrent, il y a un 50-50 où ils le considèrent si ce serait peut-être facile, mais en fin de compte, la capacité pour le concessionnaire de voir ça, c'est tangible, essayer l'auto et avec le concessionnaire, c'est encore très prisé. Et les gens, voici les chiffres au niveau de comment les gens voient leur capacité, leur désir à aller au concessionnaire. On veut revenir à l'arrière, pardon. Ces diapos, si vous les voulez, on peut les rendre disponibles. Si vous me le dites, je peux vous envoyer notre dépliant avec la recherche au niveau canadien. Alors, ce sera plus en détail un peu pour vous. Et c'est bon au niveau expérience et quels sont les défis. Alors, encore une fois, j'ai parlé de essais routiers numériques 50-50. Les gens ne sont pas super excités en général de l'expérience numérique, mais ils ne détestent pas. C'est 50-50. Ça rencontre les attentes, mais il n'y a pas vraiment eu de wow au niveau numérique. La négociation, c'est intéressant. C'est un 60-40. 40 des répondants ont dit qu'ils ne veulent rien savoir de la négociation. Si vous avez un prix fixe et ferme, ils seraient heureux de ça. Et 60 des gens dans notre sondage qui voudraient venir négocier un petit peu et s'amuser un peu avec ça. Alors, on voit un mix des deux, mais je pense que beaucoup d'organisations vont vers ce que vous voyez en ligne. Ça, c'est le prix, c'est un prix ferme, ça ne changera pas. Alors, commençons le processus d'achat à partir de ce prix-là. Alors, en préparant l'avenir, et je veux juste partager avec vous rapidement une vidéo et je vais revenir à cette dernière diapo. Et c'est intéressant, c'est autour de ce que Trevor a montré avec certains des perturbateurs. Et j'ai trouvé ça facile, la simplicité, comment ça fonctionne. Alors, c'est quelque chose qui est ici aujourd'hui. L'avenir est là. La Chine, c'est le plus gros marché d'automobiles dans le monde. Mais ce qui est excitant de ce marché, c'est pas que les gens achètent beaucoup d'autos, c'est comment ils les achètent. Regardez les essais routiers, par exemple. C'est une partie importante du processus, n'est-ce pas? Mais grâce aux nouveaux détails, on vient de faire un gros changement. Le groupe Alibaba et Ford Motor ont bâti ce centre d'essais routiers ici à Guangzhou. C'est la première collaboration et partenariat qui a été formé en décembre. L'objectif, c'est d'améliorer dramatiquement l'expérience client pour les consommateurs chinois. Et aujourd'hui, on va l'essayer.
Alors, disons qu'on considère une Ford Mustang et on veut l'essayer. On commence avec l'appli, on trouve la page Super Test Drive, on regarde les différents modèles et on réserve notre voiture. On prend aussi une photo pour que la reconnaissance faciale, la technologie de reconnaissance faciale puisse nous reconnaître quand on arrive à la machine. Alors, on peut tester chaque auto pour 3 jours. Et si vous êtes un super membre, vous avez un score de crédit au haut de 700, vous avez l'essai gratuit. Et quand vous arrivez au Test Drive Center, c'est aussi facile que de vous montrer le visage pour trouver votre auto. Et la machine trouve la bonne auto et vous l'amène. Il y a plus de 100 Ford différents. Le Taurus ou le Maverick qui est fait ici en Chine, ou l'Explorer ou le Mustang qui sont importés des États-Unis. Ce que les consommateurs choisissent, Timon Ford, on espère que cet effort numérique va amener plus de ventes chez les consommateurs. Timon et Ford ont fait l'essai routier des automobiles super facile et ça nous laisse beaucoup de temps de voir comment ils performent pendant 3 jours, le matin ou après le travail ou même sortir de la ville. Si vous aimez l'auto, vous l'achetez, tant mieux. Et vous pourrez même faire ça avec le téléphone bientôt. Mais si vous avez plus de temps, besoin de plus de temps pour décider quel modèle vous aimez, essayez un autre modèle, un autre essai routier. Ça me surprend que c'est une expérience facile. Vous pouvez aller à cette machine distributrice, prendre une photo et votre véhicule vous est livré directement. C'est à quel point l'intégration verticale est présente et ça m'a vraiment surpris. Alors, je voulais juste rapidement clore et vous laisser avec des points à retenir. Je vais juste en mentionner quelques-uns, des points clés. Et j'ai parlé de les données clients. Je pense que le plus gros, c'est cette expérience omnicanal. Et Brian va vous parler du début de ça et qu'on s'assure d'avoir de la valeur pour les investissements, pour la valeur pour notre argent. Mais ça va avoir un gros impact sur où on va se trouver, pas juste aujourd'hui, mais pour la suite des choses. Et le dernier point que je voulais vraiment que vous reteniez, j'aimerais parler plus longtemps, mais on va manquer de temps. Soyez créatifs. Soyez créatifs autour de comment vous faites de l'argent à l'avenir. Vous avez le droit de le faire, vous avez le droit d'être créatif et pensez à comment vous pouvez faire ça dans votre organisation. Merci, ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'ai hâte à vos questions à la fin. Merci.